President, Excellencies, Ladies. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, United Nations is an idea of l'ONU a better est world. l'idée d'un monde meilleur. C'est It is not an une idée abstract qui n'est pas construction, une construction nor an empty abstraite, ce n'est pas declaration. non plus une déclaration vide de sens, Crafted c'est agreement. un accord méticuleusement conçu, un grand accord qui est le socle de l'ordre mondial multilatéral actuel, un accord conçu pour protéger la paix internationale et promouvoir la prospérité, un accord visant de garantir une vie libre et digne pour tous, un accord reposant sur l'idée que la destruction et les horreurs de la guerre ne doivent pas être répétées. Hélas, le système multilatéral fondé sur le droit international, avec en son cœur l'ONU et sa charte, ce système qui était censé nous maintenir en sécurité est aujourd'hui de plus en plus sous pression. Ces principes fondamentaux sont foulés aux pieds dans divers conflits dans le monde entier. La brutalité règne, mais nous ne pouvons pas laisser une telle situation se perpétuer. Nous devons tous nous demander quel avenir nous souhaitons voir advenir. Un monde dominé par le recours barbare à la force et à la violence, où règne la loi du plus fort, ou un avenir et un monde prospère et pacifique, où l'ordre, la justice et le droit, ainsi que des principes et des règles prévalent. Cette question est pertinente pour nous tous ici dans cette salle. Malgré la distance qui nous sépare des lignes de front, en Ukraine, à Gaza, au Soudan ou en RDC, le monde multilatéral et l'ordre sur lequel il repose, ainsi que les principes de la charte, doivent être préservés et renforcés. Ce que nos peuples attendent de nous, en tant que dirigeants mondiaux aujourd'hui, est de ressusciter l'esprit de San Francisco pour préserver la paix et renforcer les principes de la charte. Mesdames et messieurs, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine constitue une des violations les plus graves du droit international et de la charte depuis l'adoption de cette dernière il y a 80 ans. Malgré les appels répétés lancés par l'Assemblée générale pour mettre fin à cette agression et ouvrir la voie à la paix, la Russie a poursuivi son attaque barbare contre l'État et la nation ukrainienne. La Russie a commis des crimes de guerre, ce qui sape évidemment la réputation et la crédibilité du Conseil de sécurité et de l'ensemble des Nations unies. Cette attaque flagrante contre les principes de la charte met à mal le multilatéralisme, la paix et la sécurité dans le monde. Hélas, à l'heure où nous parlons, la Russie prend pour cible, encore aujourd'hui, des crèches, des écoles, des hôpitaux, et d'autres installations civiles. Elle lance des missiles, des drones, des mines, de l'artillerie et des bombes. Ce nombre permanent des Nations unies enlève systématiquement et déporte des enfants ukrainiens dans une tentative d'effacement de leur identité et dans une volonté d'endoctrinement. Les souffrances humaines en Ukraine ont atteint des niveaux sans précédent. D'après la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine, qui a documenté le nombre de victimes, et 14 000 civils au moins ont péri dans cette guerre, dont au moins 1 000 enfants. 35 000 civils ont été blessés, dont, encore une fois, plus de 2 000 enfants. Ce bilan ne cesse de s'alourdir chaque année, jour après jour. Le président Zelensky a pourtant accepté un cessez-le-feu au mois de mars. Un des efforts les plus récents déployés par les États-Unis a également échoué. La Russie a en effet intensifié sa campagne de terreur en lançant
une nouvelle salve de drones et de missiles contre des cibles civiles. Il est donc évident que la Russie n'a pas l'intention d'accepter un cessez-le-feu. Elle ne souhaite pas voir advenir une paix pérenne. En réponse aux efforts déployés récemment, la Russie n'a fait qu'intensifier sa campagne de terreur, comme je l'ai dit. Therefore, the only viable way forward towards a ceasefire and just and lasting peace is to increase Pour parvenir à une paix pérenne, il faut aujourd'hui exercer une plus grande pression sur la Russie pour la contraindre à la paix en Ukraine, pour que la Russie agisse de manière responsable, comme l'on s'y attend de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Quant à moi, je puis vous assurer que mon pays, l'Estonie, continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre dans le respect de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Ce faisant, nous défendons la souveraineté et l'égalité souveraine de tous les États membres, petits ou grands. C'est là un des principes clés sur lesquels reposent les Nations Unies depuis la création de l'organisation. Nous souhaitons également faire rendre des comptes à la Russie pour tous les crimes commis en Ukraine, les crimes d'agression et, comme nous le savons, d'autres crimes ont été commis. L'impunité ne peut entraîner que de nouveaux crimes, de nouvelles souffrances et de plus grandes injustices. Mesdames et messieurs, le droit international et le système multilatéral qui repose sur ce droit international n'a pas non plus protégé les Palestiniens et les Israéliens. Je me suis rendu en Israël comme en Palestine cette année et j'ai pu voir de mes propres yeux les répercussions désastreuses de ce conflit de longue date. L'attentat terroriste d'une grande brutalité perpétré par le Hamas le 7 octobre a été condamné par le monde entier. Le Hamas ne peut avoir aucun rôle dans la gouvernance future de Gaza et de la Palestine. Il faut garantir que les horreurs commises par le Hamas ne se reproduiront jamais. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, des personnes ordinaires et des enfants sont ceux qui ont payé le prix à Gaza. Et cela ne devrait pas être le cas. Je suis effaré de constater que de si nombreux innocents, y compris des enfants, ont perdu la vie en raison de cette action militaire, en raison des pratiques d'affamement qui ont entraîné la propagation de maladies aussi. La promesse du droit international est de prévenir les souffrances des civils en temps de conflit armé. Pourtant, ce que nous voyons à Gaza a franchi toutes les lignes rouges. L'Estonie a toujours été favorable au cessez-le-feu. Mais pour soulager les souffrances des civils aujourd'hui, Israël doit respecter le droit international et le respecter pleinement. Israël doit également mettre en œuvre ses engagements concernant l'accès à l'aide humanitaire et l'acheminement de celle-ci. Pour que le cycle de violence soit véritablement rompu, il nous faut un processus politique global avec pour objectif ultime 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Je salue dans ce contexte les efforts déployés par la France et l'Arabie saoudite qui s'efforcent de mobiliser l'action internationale pour mettre en œuvre la solution à 2 États à terme. Chers amis, l'ONU doit être capable de s'acquitter de ses fonctions clés face aux nombreux défis qui frappent le monde aujourd'hui. Tous les piliers de l'ONU, à savoir la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable, doivent être renforcés. C'est pourquoi nous sommes favorables à une réforme à l'échelle du système des Nations Unies. Ce n'est pas une question d'efficacité ou de discipline financière seulement, c'est un problème structurel, un problème de crédibilité qui se pose aujourd'hui pour l'ONU. C'est la raison pour laquelle nous appuyons pleinement le secrétaire général dans son initiative de réforme ONU 80. Dans cette transformation, la réforme du Conseil de sécurité revêt une importance primordiale. L'Estonie est favorable à l'élargissement de la composition du Conseil de sécurité afin que celui-ci soit composé de pays ayant, entre autres, démontré leur attachement inébranlable au droit international et aux principes de la Charte des Nations Unies, des pays ayant agi conformément à ces principes. Si nous voulons que le Conseil soit respecté et qu'il soit opérationnel, il faut aussi restreindre le recours au droit de veto
favoriser la transparence dans les travaux du Conseil et le rendre plus responsable dans son action. Enfin, dernier aspect très important, nous devons veiller à la transparence dans la sélection du futur secrétaire général des Nations Unies. Après 80 années au cours desquelles seuls des hommes ont dirigé cette organisation, nous sommes très favorables à l'idée d'un processus équitable qui déboucherait sur la sélection du candidat ou de la candidate les plus qualifiés, mais il serait grand temps qu'une femme soit choisie pour occuper le poste de secrétaire général des Nations Unies. Les critères de sélection doivent rester ambitieux, les échéances claires, et le rôle de l'Assemblée générale dans ce processus doit être renforcé. Eu égard à la crise de crédibilité que traverse actuellement l'Organisation des Nations Unies, nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer dans ce processus de sélection. Mesdames et messieurs, le développement durable est un objectif essentiel. Nous avons d'ailleurs des objectifs clairement définis qui restent au cœur de notre action ici aux Nations Unies. Mais il faut redoubler d'efforts pour relever les défis que sont le changement climatique, par exemple, problème qui s'aggrave de jour en jour aux quatre coins du monde. La COP30 au Brésil devrait être un moment charnière. En effet, les pays devraient, à cette occasion, présenter leurs plans climatiques, des plans robustes qui devraient englober tous les aspects de l'économie pour nous permettre de réaliser notre objectif, qui est de maintenir la montée des températures à 1,5 degré, conformément à l'accord de Paris. Il faut faire des progrès substantiel au cours de cette décennie. C'est absolument fondamental. Il faut aussi tripler la production d'énergie renouvelable d'ici à 2030. C'est la meilleure façon de réduire les émissions. L'Estonie a montré que c'était possible. Nous dépendions sur le pétrole de schiste pour notre production énergétique, mais aujourd'hui, 40% de notre électricité provient de sources d'énergie renouvelable. Il faut être plus ambitieux ensemble, comme nous l'avons fait lorsque nous avons proclamé le 20 septembre Journée nationale du nettoyage environnemental. C'est un exemple pour le monde entier. Chers collègues, face à cette myriade de défis auxquels nous nous heurtons aujourd'hui, l'éducation accessible est une condition sine qua non pour comprendre les problèmes actuels, pour apprendre des erreurs du passé et pour faire advenir un monde meilleur. Le système éducatif de l'Estonie est très bien classé à l'échelle internationale. Nous voyons que cela a des retombées sur la liberté des médias, la gouvernance numérique, l'innovation et bien d'autres aspects sociaux et économiques. Notre objectif est de partager avec nos partenaires, et notamment par le biais de l'UNICEF, notre expérience en matière d'innovation et en matière d'éducation. J'aimerais vous attirer votre attention sur une expérience toute particulière, car chaque situation, chaque culture, chaque contexte est unique et nécessite une solution spécifique. En 1991, au début de la révolution du net, nous avons décidé d'intégrer les ordinateurs et l'accès à Internet dans notre système éducatif. C'était une décision radicale. Nous avons mis en œuvre le programme Tiger Leap qui avait pour but d'ouvrir dans chaque école estonienne une classe où les élèves auraient accès à un ordinateur. Nous nous sommes fixés un délai d'1 an pour y parvenir. Ce que nous voulions, c'est faire de l'Estonie une société numérique. Et le monde aujourd'hui nous a donné raison. Aujourd'hui, le monde est très différent de celui que nous avions connu auparavant, celui d'il y a 34 ans. Mais la technologie est toujours en train d'évoluer. L'Estonie a décidé aujourd'hui de faire un nouveau bond en avant grâce à l'intelligence artificielle. Nous fournissons les outils technologiques les plus sophistiqués à nos étudiants et nos enseignants pour garder cette avance en matière d'éducation pour les années à venir.
Nous donnons à nos citoyens la possibilité d'acquérir des compétences afin d'utiliser au mieux l'intelligence artificielle et le faire de manière responsable, car l'IA doit être au service de la dignité, du développement et des droits humains. En Estonie, nous pensons que l'innovation est essentielle. Nous le faisons avec nos partenaires, en coopération avec l'UIT, l'Allemagne. Nous avons fondé l'initiative GovStack. C'est une plateforme innovante qui permet au gouvernement de se doter d'une infrastructure numérique pour fournir des services publics et moderniser ainsi les services numériques en créant des cadres modulables en accès libre dans le monde entier, accessible à tous les gouvernements. Quel que soit le problème que nous abordons, mesdames et messieurs, chers amis, nous devons toujours et en toutes circonstances respecter les droits humains et les libertés fondamentales. Et pourtant, aujourd'hui, les droits humains et les libertés fondamentales sont mis à rude épreuve. C'est une tendance très alarmante. C'est sur cette idée que repose notre candidature au Conseil des droits de l'homme pour 2026-2028. J'espère pouvoir compter sur votre soutien lors de ces élections le mois prochain. Nos priorités pendant le mandat auquel nous aspirons sont la promotion et la protection des droits de l'enfant, la préservation des droits numériques et la réduction de la fracture numérique, ainsi que la liberté des médias. Tout ceci est crucial pour promouvoir la démocratie et protéger le droit international et l'ordre mondial fondé sur les règles de droit. Nous sommes capables d'apprendre en tant qu'êtres humains. Nous apprenons de nos erreurs. Nous pouvons nous relever, nous pouvons faire mieux. Alors, n'hésitons pas à le faire. Merci.